commencer cette présentation, j'aimerais juste vous poser 3 questions, et puis aussi pour amener un peu de dynamique dans cette soirée. La première question, c'est qui a déjà acheté des crypto-monnaies de façon générale? Ok, presque la moitié de la salle. Qui a déjà acheté des NFT? Un peu moins. Et qui a déjà acheté des œuvres ou des produits sous forme de tokens? Encore un peu moins, mais il y en a quand même. Très bien. Ça montre, je pense, entre toutes les terminologies et puis finalement la diffusion de ces terminologies et leur adoption, le gap qu'il y a peut-être encore aujourd'hui. Et c'est ce que je vous propose d'aborder maintenant. Alors pour me présenter rapidement, ça a été fait, mais donc Vincent Pignon, je suis le directeur général de Weekend Group. Weekend Group, c'est une société spécialisée sur les technologies blockchain que j'ai eu le plaisir de fonder en 2015 avec un de mes associés principaux qui est ici présent ce soir, Dominique Goua. Je dirige également le programme de formation CREA sur la blockchain qu'on a créé il y a 3 ans, qui est un cycle certifiant d'une 15aine de jours pour des personnes qui ne sont pas techniques, donc des personnes qui ne vont pas faire du coding, mais des personnes qui veulent comprendre l'impact de la blockchain sur différents domaines, notamment l'art. Et on traite à peu près tous les sujets avec à la fois des personnes qui expliquent la technique, mais sans apprendre nécessairement à coder. En tout cas, on le fait de façon simple. Typiquement, comment créer un NFT, ça fait partie des éléments qui sont au programme. Mais aussi les enjeux réglementaires, légaux derrière la blockchain, et différents use cases qui peuvent être adoptés, aussi la présentation des différentes blockchains, parce que quand on parle de blockchain, il n'y en a pas qu'une, il y en a plein. Quand on parle de NFT et de l'utilisation des NFT, il y en a aussi potentiellement plein, donc ça fait partie de ce programme-là. Et la prochaine édition débute en janvier prochain. Donc pour commencer, il y a un élément qui est important avant de parler de token, quelle que soit la forme du token, c'est de comprendre le changement de paradigme qu'on est en train de vivre. Jusqu'à présent, on a eu Internet qui a bouleversé la façon dont on a échangé l'information, quelle qu'elle soit, des images, des vidéos, etc. Mais ça n'a permis que de changer la façon, même si c'est déjà colossal, la façon dont on faisait cet échange. Avec la blockchain, le changement de paradigme, c'est qu'on peut maintenant échanger de la valeur. Parce qu'on a un web décentralisé, un web 3.0 avec un registre qui va nous permettre de garantir que si une propriété est enregistrée sur la blockchain, n'importe qui va pouvoir la vérifier en tout temps et n'importe qui va pouvoir la transférer en tout temps sans intermédiaire. Et ça, c'est le changement de paradigme le plus important avec la blockchain, c'est qu'en s'appuyant sur le protocole Internet, puisque ça ne vient pas en disruption d'Internet, c'est au-dessus d'Internet, les protocoles blockchain, puisqu'il y en a beaucoup, vont permettre d'avoir un registre des propriétaires de valeurs, quelles qu'elles soient. Ces valeurs, ça peut être des titres de propriété, ça peut être des données, ça peut être des documents. Et finalement, on va pouvoir, 1, vérifier leur propriété et 2, être capable de se transférer cette propriété sans intermédiaire. Alors, il y a une étude du World Economic Forum, ici basée à Genève, qui est sortie il y a quelques 2-3 ans maintenant, qui considérait que 10% du PIB mondial serait enregistré sur la blockchain sous forme de token. 10% du PIB en 2025, donc maintenant dans 3 ans. 50% seraient enregistrés sur la blockchain et potentiellement échangeables sous forme de token en 2050. Ça, c'était il y a 2-3 ans, cette étude. Alors probablement que si on refaisait la même étude aujourd'hui, ces chiffres seraient déjà plus élevés et potentiellement les délais plus courts. Pourquoi? Parce qu'on voit les cas d'application et les enregistrements sur la blockchain qui sont en train de s'accélérer de façon considérable sur toutes les thématiques. Mais ça, c'est un élément qui est important, c'est qu'un jour, tout sera tokenisé. Nous serons probablement tokenisés, nos individus, les produits, les objets seront tokenisés, les œuvres seront tokenisées, potentiellement que les éléments aussi seront tokenisés, et on pourra échanger, tracer et échanger tout cela sur des registres qui seront des registres décentralisés. Alors avec Weekend, on a fait un produit en particulier qui s'appelle Weekend Tokenize, qu'on a fondé en 2019 pour permettre d'émettre des jetons numériques sur des actifs, quels qu'ils soient, mais des actifs réels. On a commencé sur l'immobilier, donc on a tokenisé plusieurs immeubles pour plusieurs millions d'euros.
et on les a distribués. Donc on a émis une preuve numérique d'un actif réel qu'on a distribué à des personnes qui ensuite ont pu se l'échanger librement, encore une fois, sans intermédiaire nécessairement. Le principal enjeu ici, et on le voit maintenant, c'est qu'on peut tokeniser à peu près tout et n'importe quoi. On est en train de travailler sur de la tokenisation de contrats, sur typiquement le monde sportif. Alors on le verra peut-être avec le gaming tout à l'heure, mais là c'est sur des éléments qui sont des éléments réels. Donc des joueurs sportifs qui sont tokenisés, représentés sous forme de tokens et potentiellement qu'on va pouvoir s'échanger. On a la même chose évidemment sur l'art, on en a parlé, puis je vais me focaliser dessus après. On a la même chose dans l'immobilier. Globalement, on a la même chose sur n'importe quel actif, que ce soit un actif réel, que ce soit un actif virtuel, ou potentiellement que ce soit un produit financier ou autre. Alors, le premier élément, ça a été abordé tout à l'heure sur la représentation d'un titre de propriété. On l'a sur des œuvres réelles. Donc, il y a une banque suisse, qui est la banque Signum, qui est une des premières banques à avoir obtenu sa licence auprès du régulateur pour pouvoir faire de la détention de tokens. Donc, comme elle détient des dollars, des francs suisses, maintenant, elle peut détenir des tokens pour ses clients. Et elle a fait une tokenisation du tableau, donc la jeune fille au béret. Elle a tokenisé la propriété et finalement, elle a permis de fragmenter le fait qu'un grand nombre de personnes, à partir de 5 000 francs, c'était le ticket d'entrée, pouvaient acheter tout ou partie de ce tableau, en être copropriétaire et revendre ces titres de propriété sur une bourse que cette banque a mis en place pour l'occasion. Donc ça, c'est un premier élément, c'est la tokenisation. C'est le fait de pouvoir fragmenter tout ou partie d'une œuvre, quelle qu'elle soit, sous forme de tokens, qui sont ici des jetons d'investissement qu'on va pouvoir distribuer à des personnes et échanger relativement librement. Alors, un autre point qui est intéressant, en préparant la conférence et en faisant les recherches, je suis tombé sur cet article qui cite le fait que Collins Dictionary, donc le principal dictionnaire anglophone, a listé NFT comme le principal mot en termes de popularité, principal nouveau mot en termes de popularité. On peut discuter sur le fait que c'est un mot ou pas un mot, en 2021. Et ça a été le mot le plus recherché auprès de ce dictionnaire, et donc ils l'ont ajouté dans leur référencement. Mais on voit qu'on est sur un phénomène qui a une ampleur médiatique qui est colossale également en termes de recherche. Et dans l'article, la dernière phrase est intéressante, puisqu'ils disent que finalement, si même un dictionnaire de référence qui a été créé en 1979 référence ce type de mots, c'est que ce n'est pas uniquement une révolution technologique, c'est quelque chose qui est là pour durer et qui va probablement durer pendant encore assez longtemps. Alors, les NFT, qu'est-ce que c'est ? Il y a plusieurs éléments de compréhension dans ce qu'est un NFT et je répondrai volontiers à vos questions par la suite, mais je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible comment aujourd'hui on peut utiliser les NFT et on aura en plus un use case beaucoup plus concret après avec le gaming. Mais le premier exemple, c'est les CryptoPunks. J'imagine que vous en avez tous entendu parler. C'est le fait que depuis maintenant 3 ans, il y a eu des algorithmes qui ont créé de façon 100% aléatoire des personnages virtuels, qui sont les personnages que vous voyez ici, qui ont été représentés sous forme de NFT et qui ont commencé à être vendus. Aujourd'hui, les CryptoPunks, ça représente 15% du marché mondial des NFT. Donc c'est colossal, c'est plus d'1 milliard de transactions qui ont été faites uniquement sur ces CryptoPunks. Et la principale transaction, c'est le numéro 1, c'est le 3100. C'est une transaction où le NFT a été vendu pour 7,5 millions de dollars en mars de cette année. Et on voit quand on parcourt les transactions, on a 7,58, 7,57. Il y a une petite compétition entre les NFT. Mais l'objectif ici, c'est vraiment d'avoir une œuvre digitale. Alors, dans les terminologies qui ont été abordées avant, c'est purement créé par la machine, sans intervention humaine ici, représenté par un titre de propriété qui est un jeton non fongible, donc un jeton unique, enregistré sur la blockchain,
vendu à des personnes qui peuvent l'acheter en crypto-monnaie. Donc pour pouvoir l'acheter, il faut l'acheter en crypto-monnaie, et c'est ce qui va générer la trace de l'acquisition par une personne qui ne va pas être une personne nécessairement identifiée ou identifiable, puisqu'elle aura une présence virtuelle sur ces marketplaces, et qui pourra le revendre quand elle le souhaite sur ce marché. Donc ça, c'est les CryptoPunks. C'est une représentation, mais c'est une représentation qui est importante au vu de la volumétrie, au vu du montant que cela représente. Alors, un autre exemple qui est intéressant, c'est Beeple, qui a vendu un NFT pour 69 millions de dollars. C'est Christie's qui a organisé la vente de ce NFT, qui est aussi assez intéressante parce qu'en termes de montant, c'est la 3e vente aux enchères pour un artiste de son vivant. Donc c'est quelque chose qui est quand même relativement conséquent. Et ici, Beeple a créé une œuvre 100% digitale. Alors là, c'est une création humaine, contrairement à l'œuvre précédente, qui a été mise sous forme de NFT. Le prix de vente initial était de 100 $ et c'est parti à 69 millions de dollars, là encore en mars de cette année. Donc on a un marché qui est intéressé à acheter des œuvres digitales et à avoir une représentation de ces œuvres digitales, principalement dans le monde digital, puisqu'on ne va pas pouvoir ou difficilement pouvoir afficher ces œuvres digitales dans le monde réel, ou en tout cas on ne va pas pouvoir représenter ou vérifier l'authenticité de l'œuvre dans le monde réel. La particularité de ces œuvres digitales, c'est que n'importe qui peut vérifier leur authenticité. Alors, contrairement aux œuvres physiques, ici, tout le monde qui a cette image en format numérique peut vérifier qu'elle est authentique ou pas, tout seul, et est capable finalement de savoir si la personne qui l'affiche en est effectivement le propriétaire ou si c'est une copie. Et c'est la principale particularité. On voit beaucoup de personnes, notamment, qui mettent maintenant sur leur profil Twitter, etc., les cyberpunks, ou même dans des jeux ou dans le métaverse ou autre, qui mettent les actifs digitaux qu'ils achètent, et on peut être certain, ou pas, que c'est eux qui en sont propriétaires ou que c'est une copie. Alors, ce qui est intéressant quand on regarde le cycle sur la technologie blockchain et l'adoption de la technologie blockchain, c'est de regarder ce schéma de Gartner. Donc, Gartner, c'est un cabinet de conseil américain qui étudie toutes les technologies, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, la blockchain, et qui publie très régulièrement ce qu'on appelle un hype cycle, donc une courbe d'adoption de la technologie qui est principalement découpée en 4 phases. Une phase où on a des adopteurs précoces qui viennent prendre cette technologie. Une phase de hype, qui est le sommet tout en haut ici. Je ne sais pas si je peux montrer, ouais, ici. Une phase de désillusion. Alors généralement, c'est la phase où on en parle le plus. C'est la phase où il y a des conférences sur le sujet, où il y a des articles de médias sur le sujet, etc. Et puis ensuite, on a une phase de désillusion où on se rend compte que le hype n'a pas finalement les promesses qu'on attendait. Et ensuite, il y a une phase d'adoption massive, c'est un plateau d'adoption, où à partir du moment où on est ici, il n'y a plus de discussion, ça va être adopté par le grand public de façon de plus en plus importante. Alors si on parcourt ce hype cycle de la droite vers la gauche, donc du cas applicatif de la blockchain le plus évolué vers le moins évolué ou le plus hype, on voit que le premier, c'est les crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, c'est le principal cas d'application en termes d'utilisation. On l'a vu dans le sondage au tout début. Si on fait des statistiques à notre échelle, les personnes qui ont le plus traité avec la blockchain l'ont traité sur l'achat-vente de cryptocurrencies, quelles qu'elles soient. Ensuite, on a des applications qui sont décentralisées, on a des wallets. Donc les wallets, c'est des porte-monnaies électroniques, c'est ce qui va nous permettre de commencer à stocker, à sécuriser nos cryptocurrencies, mais aussi potentiellement nos NFT, nos tokens sous toutes ces formes. Et finalement, avec les wallets, là, on touche quelque chose qui est important, puisqu'on va toucher le fait d'avoir l'équivalent d'un portefeuille digital d'actifs digitaux. Et ça, on voit que c'est quelque chose qui est en train de prendre une adoption qui est assez importante. J'avance un tout petit peu, et puis on va prendre 3 termes encore. Un terme qui est les smart contracts. Donc les smart contracts, c'est un élément qui est important parce que c'est à la base de beaucoup de tokens qui ont été émis. C'est le fait qu'on va pouvoir
avoir un token qui va s'exercer selon certaines conditions, un algorithme qui va définir des conditions qui vont s'exécuter tout seuls. Et finalement, ça va nous permettre de faire des transferts de propriété, de pouvoir garantir que quelque chose va s'exécuter selon certaines conditions, etc. Là, on voit qu'on est à un moment où on a déjà eu passablement de désillusions à ce sujet. On en aura probablement encore d'autres avant que ça soit vraiment adopté. Et les deux derniers qu'on peut regarder, c'est stablecoin et NFT. Alors, stablecoin, je ne sais pas si vous avez vu cet article qui est sorti hier soir, mais la BNS, la Banque nationale suisse, avec la Banque de France, a fait un essai sur des transactions avec un stablecoin, donc un crypto franc suisse, crypto euro, pour pouvoir faire des transactions transfrontalières entre banques centrales. Donc là, il y a beaucoup d'intérêt et d'attrait sur ce point-là. Et alors, l'élément qui est intéressant, si on regarde le schéma tout en bas, enfin la légende tout en bas, c'est que dans ce plateau, il y a une échéance en termes de timing sur le plateau d'adoption. Et le seul point blanc dans tout le schéma, c'est les stablecoins. C'est le point qui devrait atteindre le plateau d'adoption dans moins de 2 ans. Donc probablement le plus rapidement de tous les use cases qui sont ici. Pourquoi ? Parce que c'est les États qui le maîtrisent, donc c'est les États qui peuvent le diffuser, qui peuvent gérer la réglementation associée, l'infrastructure associée, etc. Donc probablement que ce use case va assez fortement s'accélérer dans les prochains mois. Et maintenant, si on regarde les NFT, alors on voit qu'on est sur un seuil intermédiaire entre 2 et 5 ans, qu'on n'est pas encore au sommet du hype. Alors ce schéma date de juillet. On est dans une échelle temps avec la blockchain où quelques mois peuvent déjà être très longs. Donc probablement qu'on a avancé dans le hype cycle, mais on est quand même au sommet du hype. Donc probablement qu'on va être confronté encore à passablement de désillusions avant d'avoir une adoption massive, c'est-à-dire potentiellement tous les actifs, toutes les œuvres tokenisées, que ce soit des œuvres physiques, des œuvres digitales, et représentées dans différents univers, que ce soit des univers physiques ou des univers digitaux. Et ça, je pense que c'est un élément qui est important, et je terminerai là-dessus, et je pense qu'on le verra juste après, mais c'est qu'un des principaux intérêts des NFT, évidemment, ça sera de pouvoir avoir la propriété d'actifs dans le monde réel, mais surtout, ça sera d'avoir la propriété d'actifs dans le monde virtuel et de pouvoir interagir entre ces deux mondes avec des tokens qui permettront de le faire sans nécessairement les perdre quand on les achète ou sans nécessairement ou en ayant la possibilité de les transférer d'un monde à un autre. Et ça, c'est le principal enjeu aujourd'hui avec les NFT.